La douleur drépanocytaire constitue une expérience qui sort du cadre de l'expérience humaine habituelle. Il est donc essentiel d'en connaître les spécificités et de les partager avec l'ensemble des professionnels impliqués dans votre centre. Dans cette vidéo, nous allons aborder les particularités de la douleur drépanocytaire. L'auto-évaluation à l'aide des échelles de la douleur reste aujourd'hui l'outil le plus pertinent pour apprécier le ressenti douloureux. Néanmoins, nous avons tous été confrontés, en tant que soignants, à des situations où il est difficile d'interpréter la signification d'un score et plus encore de savoir comment y répondre de manière adaptée. Je vais donc vous présenter une étude publiée en 2013 menée chez des adolescents drépanocytaires âgés de 8 à 18 ans, étude qui s'est intéressée à la signification clinique que les patients eux-mêmes attribuaient au score des échelles de douleur. Sur ce premier graphique qui évalue le soulagement de la douleur après une intervention, on observe un décalage majeur entre le score et le vécu du patient. Lorsqu'un patient estime que sa douleur est identique, pire ou même bien pire, le score reste globalement inchangé. À l'inverse, c'est plutôt à droite, quand le patient rapporte une douleur bien mieux soulagée, la diminution du score reste faible. Ceci montre que dans la population drépanocytaire, les échelles sont peu adaptées pour évaluer le soulagement de la douleur. Sur ce second graphique, qui analyse le besoin dentalgique après une intervention, le score médian est de 6 chez les adolescents qui estiment ne pas avoir besoin de traitement supplémentaire. Il est de 8 chez ceux qui jugent en avoir encore besoin. Là encore, l'échelle ne permet pas de discriminer correctement le besoin réel dentalgique. La règle que vous connaissez, enseignée classiquement, au-delà de 4, il faut intensifier le traitement, n'est donc pas valide dans le contexte de la drépanocytose, parce que ce seuil de 4 a été validé principalement dans des contextes de douleur aiguë, classique, post-opératoire ou traumatique, et non dans la douleur drépanocytaire. Les échelles sont des outils d'aide et non des outils décisionnels autonomes. En complément des scores obtenus sur les échelles de douleur, il devient essentiel de recueillir l'avis du patient à l'aide de quelques questions simples et ciblées. Pour évaluer la satisfaction, il est pertinent de demander au patient s'il se sent satisfait par la prise en charge, par le traitement dentalgique qu'il reçoit actuellement. L'évaluation du soulagement doit toujours être référencée à une action ou à un moment précis, par rapport à hier soir, par rapport à l'arrivée aux urgences. On peut alors simplement demander si la douleur est mieux, bien mieux, identique, pire ou bien pire. Enfin, concernant le besoin d'adaptation du traitement dentalgique, il est important de questionner directement le patient sur la nécessité d'un renforcement du traitement. À l'inverse, avant toute diminution des dentalgiques, il est préférable de rechercher l'accord du patient, en s'appuyant sur des éléments concrets de son vécu, comme une meilleure mobilité. Je vais maintenant décrire de manière schématique le circuit de la douleur depuis la lésion jusqu'au cerveau. Dans la drépanocytose, c'est la vaso-occlusion qui est au cœur de la physiopathologie de la douleur. Elle entraîne une lésion des tissus, une atteinte de l'intégrité corporelle. Lorsque le message douloureux parvient au cerveau, il est distribué dans différents réseaux pour y être analysé. Tout d'abord, le circuit pour réagir à la douleur, appelé l'intégration motrice. Par exemple, le retrait d'un membre lorsque vous vous brûlez ou la limitation spontanée des mouvements chez un enfant présentant une dactylite qui n'utilise plus son bras pour attraper un objet ou pour tendre les bras. Le second circuit, pour percevoir la douleur, c'est ce qu'on appelle l'intégration sensorielle. Il permet au patient d'identifier la localisation de la douleur, son intensité, mais aussi sa qualité, qu'il s'agisse d'une sensation de brûlure, d'écrasement ou de pincement. Enfin, un troisième circuit est impliqué pour comprendre et exprimer la douleur. Il permet l'intégration cognitive et comportementale. Il englobe les émotions et les pensées associées à l'expérience douloureuse. La composante émotionnelle joue un rôle essentiel. Les émotions permettent au patient de communiquer avec lui-même.
à travers des intuitions ou des signaux d'alerte. Par exemple, la décision d'aller rapidement aux urgences. Mais aussi de communiquer avec les autres par des mots, mais aussi des expressions non verbales telles que les expressions faciales ou des comportements. Enfin, les émotions motivent également l'action, comme la prise d'un antalgique ou l'utilisation de moyens non médicamenteux. La composante cognitive, quant à elle, comprend les pensées liées à la situation. Par exemple, la crainte de manquer l'école, l'incertitude quant au soulagement aux urgences ou la peur de mourir, ainsi que la recherche de sens. Comment expliquer la survenue de la crise? Est-ce que je me suis mal hydratée? Est-ce que j'ai pas fait assez de pauses? À chaque expérience douloureuse sont ainsi associées des sensations, des émotions et des pensées. Le ressenti douloureux résulte de l'intégration de l'ensemble de ces informations. Vous devez comprendre qu'il existe des interactions étroites entre les circuits sensoriels, émotionnels et cognitifs. Par exemple, le stress augmente le ressenti de la douleur. Il peut également aggraver la crise, notamment par des mécanismes physiopathologiques tels que la vasoconstriction et l'allongement du temps de transit dans les capillaires.